Eh bien, bonjour à tous et merci de vous être inscrits si nombreux pour cette première conférence, première de 7 conférences. Un cycle qui donc commence aujourd'hui et va s'achever au mois de mai. Aujourd'hui, c'est la Russie, le grand retour de la Russie. Pourquoi le grand retour? Parce que la Russie avait disparu. Elle avait disparu lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, elle s'est enfoncée dans une lente anarchie dont elle commence à sortir sous l'impulsion de Vladimir Poutine lorsqu'il a repris les rênes du pouvoir russe en l'an 2000. Alors, petit retour en arrière, une belle photo pour commencer, une photo de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, pour essayer de nous faire rêver un peu en cette époque où une certaine tyrannie sanitaire nous empêche de voyager. Eh bien, ça peut être une idée de voyage, l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. La Russie, c'est un vieux pays chrétien. Saint Vladimir est un personnage emblématique de la Russie. Il était à Kiev, puisque Kiev est historiquement non pas ukrainienne, qui est une création un peu artificielle et beaucoup plus récente. Kiev, c'était le cœur de la Russie, lorsque Vladimir le Rouge, devenu ensuite Saint Vladimir, a été le souverain pas sur la Russie entière d'aujourd'hui, bien évidemment, sur une région beaucoup plus restreinte que la Russie actuelle, mais ça a été le premier souverain à s'être converti au christianisme. Il venait du paganisme, évidemment, il avait de très nombreuses concubines. Une fois qu'il s'est converti, il est devenu ensuite un saint. Il a pris d'ailleurs, pour la petite histoire, grand soin à recaser chacune de ses concubines qu'il a mariées à des officiers de son armée. C'est ce qu'on appelle réparer. Et donc Saint Vladimir, dans la religion russe, est quelqu'un d'extrêmement important, non seulement dans la religion orthodoxe, mais également dans la religion catholique, puisqu'il est saint des deux églises. Et donc Saint Vladimir est un symbole très fort de l'âme chrétienne russe. Alors pour bien comprendre l'importance de la Russie n'est pas le pays le plus riche de la planète, loin de là. Les États-Unis, la Chine aujourd'hui, même d'autres pays, l'Europe si elle était unie, sont des pays dont la richesse est infiniment plus grande que celle de la Russie, infiniment plus importante. Qu'est-ce qui fait que la Russie compte autant dans l'histoire de l'humanité? Eh bien, vous le voyez sur cette carte. D'abord, bien sûr, c'est le plus grand pays du monde. Et c'est le plus grand pays du monde, non seulement en géographie, mais également par sa position stratégique. C'est-à-dire que si vous prenez la position géographique de la Russie, si on prend par la gauche pour commencer, c'est-à-dire par l'ouest, on voit là qu'elle est tout près de l'Iran, tout près de l'Orient, et donc ça lui donne une porte ouverte extrêmement importante. Au sud, il y a tous les pays du Caucase, puis la Chine, c'est une voisine de la Chine. Si vous continuez à faire le tour sud puis est, eh bien, on a le Japon, et au-dessus, au-delà du nord-est de la Russie, nous avons les États-Unis. Ensuite, au nord, l'océan Arctique, et puis l'Europe du Nord. C'est-à-dire que c'est une position stratégique tout à fait unique. Elle n'est pas la seule à avoir une belle position stratégique. Les États-Unis, par exemple, avec une ouverture sur l'océan Pacifique et une ouverture sur l'océan Atlantique, c'est également une position stratégique privilégiée. Mais si vous la comparez à l'Europe ou si vous la comparez à la Chine, on s'aperçoit que les horizons sont beaucoup plus restreints. Elle règne sur 2 continents, toujours par sa position géographique, et par là, elle est proche de plusieurs civilisations, aussi bien la civilisation chrétienne que la civilisation musulmane, que des steppes de Chine, de Mongolie, etc. Et donc, cette diversité culturelle, ethnique, religieuse, en fait un pays finalement stratégiquement arbitre. Et c'est pour ça que dès le 19e siècle, on y reviendra dans des conférences futures, mais dès le 19e siècle, Tocqueville avait considéré que l'affrontement russo-américain serait un jour inévitable, parce que ce sont les deux pays qui ont la position stratégique la plus importante sur le plan géopolitique, et que fatalement, ils viendront en concurrence, en compétition, et qu'une alliance pour dominer le monde russo-américaine était hautement improbable, parce qu'il y aurait l'intention pour chacun de vouloir dominer le monde. Alors la Russie s'est développée tout au long des siècles, elle est devenue une très grande puissance. Et puis
un grand malheur est arrivé. La guerre de 14 est en soi un très grand malheur historique et géopolitique, puisque, à commencer par nous, Français, on ne s'en est jamais tout à fait remis. René Barjavel, dans un beau livre qui s'appelait La Charrette bleue, avait dit « La guerre de 14 a tué ce qu'il y avait de mieux en France ». C'est une phrase terrible et assez vraie, finalement. Et l'Europe de l'Ouest a été ravagée par cette guerre. Mais une des pires conséquences de cette guerre, ça a été, comme c'est dit sur la photo, 70 ans de barbarie, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les bolcheviks, qui n'étaient pas en position avant cette guerre, de pouvoir le prendre. Si la guerre n'avait pas éclaté, c'est évident que cette révolution bolchevique n'avait aucune chance d'aboutir, mais il a fallu la conjonction d'abord du génie politique de Lénine, qui était réfugié à Zurich, de la malignité de l'Empire allemand. C'est une vieille histoire, diviser pour régner et puis diviser l'adversaire. Le problème des Allemands, ils étaient sur deux fronts, le front de l'Ouest contre les Français et les Anglais, et puis le front de l'Est contre les Russes. Envoyer Lénine mettre la révolution bolchevique en Russie, c'était sur un plan strictement stratégique, parfaitement concevable, sur un plan intellectuel, sur le plan moral, on pourrait en discuter à l'infini, c'est quand même une très grave faute. Ça a entraîné des dizaines de millions de morts, c'est en réalité une honte qu'il sera difficile de pardonner à l'Empire allemand. Quoi qu'il en soit, ça s'est fait, et en 1917, à la surprise générale, les bolcheviks prennent le pouvoir grâce au génie manœuvrier de Lénine, de Trotsky également, qui lui aussi se révélera ensuite dans ses purges sanglantes et dans les massacres qu'il organisera lui-même. Il paraît qu'il y a un préfet de police à Paris qui a mis en exergue de ses voeux une phrase de Trotsky, et tout le monde trouve ça distrayant. Moi, je trouve ça accablant, navrant. C'est une honte, ce sont des massacreurs, ce sont des assassins. Et puis, à droite de la photo, vous avez le plus grand des assassins de l'histoire, Staline, qui a tué des dizaines de millions de ses propres compatriotes avec une constance admirable pendant des décennies. Et donc, ce régime a duré 70 ans. On pouvait penser, et lorsque nous étions écoliers, étudiants, dans ma génération, on se disait, mon Dieu, mais quand est-ce que ce régime tombera? Il n'y a aucune raison, au fond, pour qu'il tombe. Ils ont exterminé toutes les élites, il ne reste rien. Et en réalité, il reste toujours quelque chose. Et c'est cet homme Solzhenitsyn, qui va jouer un rôle fondamental dans l'effondrement de l'Union soviétique. Solzhenitsyn était un intellectuel, comme il y en a eu bien d'autres, qui a fait plusieurs années de goulag. Il l'a raconté évidemment dans l'archipel du goulag et dans bien d'autres livres. Et donc cet intellectuel a beaucoup réfléchi au fait de ne pas se soumettre. Vous connaissez tous le livre de Michel Houellebecq, Soumission, qui ne parle pas du communisme, mais d'un autre sujet. Eh bien, Solzhenitsyn considérait qu'il ne fallait pas se soumettre. Et il avait une jolie phrase, il disait « Le mal ne passera pas par moi ». Et il avait expliqué, si chacun fait comme moi, le communisme s'arrêtera, puisque le communisme, c'est le mal. Et donc, si chacun fait en sorte que le mal ne passe pas par lui, eh bien, le mal, à ce moment-là, sera vaincu. C'est une phrase philosophique extrêmement profonde, extrêmement intéressante. Il l'a payée chèrement, avec plusieurs années de goulag. Et donc, il avait parfaitement analysé la situation, il avait parfaitement analysé ce qu'était le communisme. Le communisme, c'est la destruction des racines. Et quand on détruit les racines, comme l'a fort bien dit Solzhenitsyn, eh bien, on détruit tout un peuple. Et donc, le communisme a tenté de détruire le peuple russe. Il a failli y réussir, mais il n'y a pas réussi. Il n'y a pas réussi grâce à des hommes comme Solzhenitsyn et bien d'autres, et tous les anonymes du goulag et tous les intellectuels qu'on envoyait dans les asiles psychiatriques, tous ceux qui sont morts sous la torture, et puis les innombrables prêtres, moines, fusillés, pendus par le communisme. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas relativiser les crimes du communisme. Le communisme est une invention diabolique, et il faut toujours le rappeler. Et donc, détruire les racines, c'était déjà contenu dans l'Internationale, qui date avant le communisme, le chant international, du passé faisons table rase. C'est en soi une phrase diabolique. C'est la négation de tout héritage, la négation de tout pays, de toute patrie, de toute religion, de toute famille. Du passé faisons table rase, c'est une phrase horrible. Et Solzhenitsyn, un jour, à côté c'est la photo de son éditrice, Solzhenitsyn, un jour, a écrit L'archipel du goulag. Et pourquoi ce livre a été un événement et a ébranlé le système soviétique qui paraissait invulnérable? On était en pleine guerre froide contre les États-Unis,
Et on se demandait qui allait remporter cette guerre froide. Et puis cette guerre froide allait-elle déboucher sur une vraie guerre, une guerre complète, une guerre mortelle, à coup d'ogive nucléaire? La Terre pouvait disparaître, en tout cas des millions et des millions de gens pouvaient disparaître dans un affrontement armé. Et donc cette guerre froide s'est faite par pays interposés. Et chez nous, en France, en Occident, nous étions en pleine décadence. Le Parti communiste était extrêmement puissant, et donc toutes les années 30, 40, 50, en plus l'Union soviétique était auréolée de sa victoire sur l'Allemagne nazie qui lui a coûté 20 millions de morts, ce qui n'est quand même pas rien. C'est considérable. Avec les Allemands, d'ailleurs, c'est le plus lourd tribut payé à la Seconde Guerre mondiale. Et donc cet héroïsme, il faut bien le dire, de l'armée soviétique, ils n'avaient pas le choix. S'ils reculaient, ils se faisaient fusiller. Il y a des exemples extraordinairement nombreux sur le sujet. Mais tout de même, à la fin d'ailleurs, les Allemands, c'était pareil. Mais tout de même, ça a été une épreuve terrible et l'âme russe, là encore, a fait preuve d'une résilience extraordinaire et Staline ne s'y est pas trompé parce qu'il n'a plus parlé de communisme pendant les 4 ans de guerre, il a parlé de la mère patrie. Il avait bien compris que c'est ça qui pouvait dresser le russe contre l'envahisseur allemand. Mais l'ambiance en Occident, c'était, indépendamment de cette victoire de l'Union soviétique, c'était la négation des crimes du communisme. On ne pouvait pas dire que le communisme, c'était criminel. La seule chose criminelle, c'était le nazisme, point final. On ne pouvait pas dire qu'en Chine, il y avait des millions et des millions de morts, la Chine de Mao Tse-tung, et on ne pouvait pas dire qu'en Union soviétique, il y avait des camps et des millions de morts. C'était interdit. Lénine était un héros, Staline un héros par sa victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, il y avait eu des alertes. Kravchenko, un haut fonctionnaire soviétique, avait fui et avait écrit un très beau livre qui s'appelle « J'ai choisi la liberté », très beau livre écrit en 1945, qui n'a rien perdu de son actualité. Et tout au long des années 50, 60, 70, de très nombreux intellectuels russes ont attiré l'attention sur le drame de la tyrannie communiste qu'ils subissaient. Mais en Occident, on jouait les aveugles. On ne voulait rien voir. C'était idéologique. On se masquait. Il ne s'agissait pas de désespérer Billancourt, comme a dit Jean-Paul Sartre. Et l'abominable Jean-Paul Sartre avait ajouté « tout anticommuniste est un chien ». Alors une fois qu'on a dit ça, effectivement, fermez le banc, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de dialogue, tout anticommuniste est un chien, donc par définition, un communiste, dans le fond, malgré ses quelques défauts, est un brave homme. Et il a fallu l'archipel du Goulag pour secouer un peu les esprits. Là, ceux qui faisaient semblant et à qui restait un minimum d'honnêteté, on cessait de faire semblant et on fait semblant de découvrir qu'il y avait des goulags et qu'il y avait des millions de morts. Ça a été le début du craquement et c'est à Solzhenitsyn qu'on le doit et je tenais à lui rendre hommage parce que c'est un des plus grands esprits du XXe siècle et au-delà d'être un grand esprit, c'est un honnête homme et un honnête homme au sens plein du terme. Il l'a payé dans sa chair et il a fait ce qu'il devait faire sur Terre. C'est vraiment un grand homme qu'il faut saluer. Évidemment, il a été aidé aussi par un autre phénomène, un autre événement, qui fut la guerre d'Afghanistan. L'Union soviétique commençait à avoir du mal à suivre économiquement. Ronald Reagan avait lancé un programme de développement d'armement que l'Union soviétique avait du mal à suivre parce que ça nécessitait beaucoup d'argent. Et autant aux États-Unis comme en Europe occidentale, quand ça ne va pas bien sur le plan financier, on fait chauffer la planche à billets. Hein, en ce moment, c'est d'ailleurs même bar ouvert, comme on dit, c'est-à-dire que ça fonctionne à plein. Et on ne sait pas comment on remboursera toute cette dette qui devient presque fictive. On ne sait même plus si c'est du vrai, du faux, pas comment ça va se finir, tout ça. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Ce qui est sûr, c'est que les Américains avaient un déficit budgétaire gigantesque qui leur a permis de financer des armements d'une extrême sophistication, et tellement sophistiqués que ce seront des armements qui passeront par la guerre des étoiles, comme on l'a appelé à l'époque, c'est-à-dire l'installation de satellites qui deviendront absolument indispensables dans le monde militaire moderne. Et les soviétiques ont eu bien du mal à suivre, parce que dans un système communiste, évidemment, le déficit budgétaire, c'est une notion un petit peu surréaliste. Et il y a un événement qui va accélérer le processus de décomposition de l'Union soviétique, c'est l'invasion de l'Afghanistan. Il y avait un régime en Afghanistan en 1979 qui était un régime communiste, qui avait été extrêmement maladroit, c'est-à-dire qu'il s'était attaqué à l'islam qui était extrêmement présent en Afghanistan et il a voulu faire de chaque Afghan un marxiste.
stupidité insondable, grande maladresse. Même les soviétiques lui avaient dit « calmez-vous avec le marxisme, faites un peu semblant, allez à la mosquée de temps en temps et arrêtez de persécuter tous les mollahs, ça va mal se finir un jour ». Et donc, ça s'est mal fini, il y a eu une révolte et les soviétiques avaient un principe, ne jamais laisser tomber le gouvernement ami d'un pays frère. Donc, ils ont envahi l'Afghanistan. Et pour eux, ça va être un bourbier, ça va être un épouvantable bourbier. D'abord, l'Afghanistan, ils auraient dû demander aux Anglais du 19e siècle, c'est très compliqué. C'est un pays extrêmement montagneux, qui vit de rapines, de trafic de drogue, il n'y a pas de véritable économie, il y a des tribus qui se font la guerre, qui font des alliances, le trafic de l'opium est au fond de l'économie afghane, c'est un pays extrêmement compliqué. Et donc, d'ailleurs, est-ce vraiment un pays? On peut également se poser la question. Quoi qu'il en soit, les Américains ont saisi l'occasion pour embêter leur ennemi soviétique et ils ont livré à tous les maquis afghans des armes de dernière génération, et notamment des fameux missiles sol-air qu'on appelait les Stinger à l'époque, qui abattront de très nombreux hélicoptères et avions soviétiques. Et donc de ce bourbier afghan, il ne sortira qu'une seule chose finalement, c'est Al-Qaïda, Oussama Ben Laden et les premiers maquis islamistes. C'est la première guerre djihadiste, il faut le dire, contre l'ennemi soviétique, communiste, mécréant, du monde entier, et notamment du Proche-Orient, sont venus toute une série de moudjahidines, de combattants musulmans, islamistes, payés et armés par la CIA. Le plus fameux d'entre eux était donc Oussama Ben Laden, riche bourgeois héritier d'une famille saoudienne, et qui lui avait pris fait et cause pour le djihad international, et c'est donc de la CIA qu'il tiendra les premiers dollars permettront d'alimenter d'autres djihads. C'est le premier grand événement djihadiste dans le monde, c'est la guerre d'Afghanistan qui va durer grosso modo de 1979 jusqu'à la fin des années 80. Le deuxième grand mouvement djihadiste sera européen, ce sera celui des Balkans, avec la guerre en Bosnie notamment, et on en parlera dans une prochaine conférence. Quoi qu'il en soit, les Russes auront beaucoup de mal à se remettre de ce bourbier afghan, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, et à ce moment-là, arrive un homme nouveau au pouvoir, Mikhaïl Gorbatchev. C'est un homme du sérail, il n'y a aucune surprise. Un secrétaire général du Parti communiste succède à un autre secrétaire général du Parti communiste. Et donc de la vieille garde Brejnev, Andropov, complètement sclérosé, il nomme un homme jeune, Mikhaïl Gorbatchev, qu'on a ensuite pris pour un génie, parce que c'est lui qui avait progressivement amené l'Union soviétique à la Russie d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui a mis fin au communisme. En réalité, les choses ne sont pas vraiment passées comme ça. D'abord, Mikhaïl Gorbatchev, je suis désolé pour son image, mais ce n'est pas du tout quelqu'un de génial. Ça a été quelqu'un de pas si intelligent que ça, qui a eu une vision stratégique erronée du début à la fin. Il avait juste compris une chose, c'est qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Ça, même lui, il pouvait comprendre ça. Et donc, j'ai dit, ce système de répression à grande échelle sur toute l'Union soviétique, plus sur tous les pays frères, n'oubliez pas qu'à l'époque, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, tous ces pays-là, toute l'Allemagne de l'Est, la moitié de l'Europe est communiste. C'est le cadeau qui avait été fait par Roosevelt en 1945 à Yalta, c'était d'offrir la moitié de l'Europe à l'asservissement communiste. Et donc, Gorbatchev est issu de ce système de pensée, mais il n'a plus d'argent. Alors, il se dit, il faut ouvrir quand même un tout petit peu, il faut que l'économie fonctionne un tout petit peu. Simplement, quand on ouvre un peu la porte, on ne la referme plus. Le flot de la liberté s'est engouffré dans la porte entrouverte par Gorbatchev, et sa perestroïka, c'est-à-dire sa nouvelle politique, applaudie par son voisin Eltsine, qui ensuite l'exécutera politiquement, mais l'exécutera et prendra sa place, en faisant notamment interdire le Parti communiste, on va le voir. Eltsine applaudit Gorbatchev pour le début de l'ouverture. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, Boris Eltsine, que vous voyez donc à droite de la photo, est également issu du sérail. C'est le Parti communiste qui s'auto-reproduit. Mais Eltsine avait une meilleure vision stratégique. Aujourd'hui, il est de bon ton de présenter Gorbatchev comme l'homme intelligent et Boris Eltsine comme l'homme pas intelligent de l'histoire. C'est pas vrai du tout. En termes géopolitiques, Eltsine avait très bien compris que le communisme était fichu en Union soviétique et qu'il fallait y mettre un terme. Gorbatchev, lui, l'a compris un petit peu trop tard.
Ce qui se passe et qui va aider en quelque sorte Gorbatchev dans sa perestroïka, mais qui va aussi entraîner la chute du mur de Berlin et donc la chute du communisme. Donc 9 novembre 1989, chute du mur à Berlin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez amusant de constater après coup que cette chute du mur fut un peu un hasard, l'ouverture du mur. Parce qu'on aurait très bien pu ne pas l'ouvrir ce soir-là, du 9 novembre 1989. C'est une série de coïncidences, d'absence d'ordre, d'initiatives personnelles prises dans une panique totale qui a entraîné l'ouverture du mur. C'est quelque chose à savoir. C'est-à-dire que les autorités communistes est-allemandes se disaient « mais qu'est-ce qu'on fait là? Les gens sont dans la rue, commencent à sortir. Les soviétiques nous ont dit on ne sort plus les mitrailleuses, on ne tue plus les gens qui sortent dans la rue. Mon Dieu, ils se dirigent vers le mur, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, ils demandent les consignes à Moscou. Ils font ça depuis 1945, de demander les consignes à Moscou. Oui, mais simplement, ça a changé et il n'y a plus d'ordre qui viennent de Moscou, parce que Moscou non plus ne sait pas quoi faire. Alors, depuis quelques semaines déjà, des milliers d'Est-Allemands étaient partis en Hongrie. La Hongrie avait ouvert ses frontières et il ne s'était rien passé. Contrairement à 1956, les chars soviétiques n'étaient pas entrés dans Budapest pour apprendre aux Hongrois le prix de la liberté et ce qu'il en coûte de vouloir dire non aux grands frères soviétiques. Et là donc, il n'y avait pas d'ordre, pas de consigne. Les dirigeants est-allemands étaient livrés à eux-mêmes. Et ça va être l'un d'entre eux, même pas le numéro 1, qui doit faire une conférence de presse, un ministre de l'Intérieur est-allemand qui doit faire une conférence de presse. Et les journalistes le pressent de questions en disant alors, le mur, est-ce qu'on ouvre? Les Allemands de l'Est s'en vont en Hongrie et personne ne les arrête. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pris de court, il ne sait pas quoi faire et dit bah oui, mais tous ces gens dans la rue, oui, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas tirer sur eux? Ah non, on va pas tirer sur eux. Alors on ouvre le mur? Oui, on finira par ouvrir le mur. Mais quand? Ce soir, disent les journalistes. Et le malheureux ministre dit oui, ce soir. Et c'est comme ça que le mur a été ouvert le 9 novembre 1989, mettant fin à la révolution bolchevique, oui, en quelque sorte, mais 70 ans après, et plusieurs dizaines de millions de morts après. Mais enfin, en tout cas, ce soir-là, grande joie et grande réunification. À Berlin, les Allemands de l'Est peuvent enfin aller rendre visite aux Allemands de l'Ouest sans se faire tirer dessus, sans se faire assassiner par les Vopos le long du mur. C'est un grand jour. Mais alors, en attendant, en Union soviétique, c'est la panique. Qu'est-ce qu'on fait? Gorbatchev n'a pas compris que c'était fini. Lui, il croit encore à la perestroïka. Lui, il croit encore qu'il va pouvoir sauver un système communiste, mais un système communiste qui va peut-être arrêter d'envoyer les gens au goulag et arrêter de les tuer et arrêter d'envoyer les dissidents en asile psychiatrique. Il se dit que ça va tenir. Et donc, il continue à lâcher du lest. Et il a Eltsine, Boris Eltsine, que vous voyez là à gauche sur la photo, qui lui met la pression en disant c'est fini, on arrête, on ouvre tout, le communisme est terminé. Et donc il va y avoir un putsch à Moscou pour réagir contre cette tendance, un putsch communiste, un putsch d'une partie de l'armée soviétique. Une partie de l'armée, notamment une majorité des généraux de l'armée soviétique, ne veulent pas voir le système auquel ils doivent tout, ne veulent pas voir ce système s'effondrer. Et donc ils déclenchent un putsch. Dans les beaux jours d'août 1991, les chars soviétiques entrent dans Moscou et mettent fin à la perestroïka. Et veulent faire arrêter tous les dirigeants politiques, dont Boris Eltsine en tête, qui, eux, ont mené l'offensive vers la libéralisation du système soviétique. Et là, Boris Eltsine a un moment d'hésitation. Il dit « Qu'est-ce que je fais ?» Il avait peur aussi, il faut bien le dire. Il l'a dit après dans ses mémoires, je reconnais, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, j'en ai pour le goulag jusqu'à la fin de mes jours. On va me fusiller demain, si le putsch réussit. Et ce sont ses conseillers, que vous voyez autour de lui, notamment son voisin, qui va lui dire non, ils sont fichus, c'est le putsch de la dernière chance, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, j'ai des informations, l'armée ne bouge pas en province, ils sont isolés, il faut tenir. Il faut tenir, prendre la parole et convoquer le peuple. Convoquer le peuple moscovite pour dire non au putsch. Et c'est ce qui va passer, c'est ce qui va se passer. Le peuple de Moscou sort dans la rue et dit non, non au putsch communiste, et oui à la poursuite de la perestroïka, et oui surtout à la fin de l'Union soviétique. Et cette foule réunie, c'est quand même un beau moment. C'est la preuve que malgré 70 ans de massacres, d'extermination, d'intimidation,
eh bien, ça n'a pas marché. Et que, dans le fond, les gens n'aimaient pas le communisme. Et pourquoi ils n'aiment pas le communisme? Parce que le communisme, c'est l'enfer, tout simplement. Et donc, la manœuvre, pas la manœuvre d'ailleurs, la réaction de Boris Eltsine a parfaitement fonctionné. Le peuple de Moscou est allé dans la rue. Et à ce moment-là, le putsch s'est délité. Et les généraux moscovites, les généraux soviétiques moscovites, ont été abandonnés. Et tous les officiers subalternes, les sous-officiers et les hommes du rang sont sortis de leurs chars sur lesquels ils ont mis des fleurs et ils ont dit au peuple de Moscou, c'est fini, on ne tirera pas. Alors la suite s'enchaîne. Et là, vous avez cette photo historique. Regardez-la bien, elle est étonnante. Elle est un peu floue, mais c'est la seule qui existe. Vous avez Gorbatchev qui doit prendre la parole à la Douma, à l'Assemblée soviétique. On est encore en Union soviétique. Et il doit dire, bon, bah, écoutez, on continue, on va réformer les institutions, on va donner un peu de liberté. Et à ce moment-là, Boris Eltsine se lève. Vous l'avez vu, il n'a pas l'air commode. Il le menace de l'index et il lui dit, voilà le papier que tu vas lire. Et l'autre, intimidé, d'ailleurs vous le voyez à sa tête, il est soumis là déjà, eh bien, il va lire un papier proclamant l'interdiction du Parti communiste, la fin de l'Union soviétique, l'organisation d'élections libres. Il n'y aura plus de secrétaire général du Parti communiste, il y aura, comme dans tous les pays civilisés, un président et un premier ministre. C'est ça que Boris Eltsine est en train d'intimer à Gorbatchev, qui aurait pu avoir la dignité de lui jeter le papier à la figure et de s'en aller, même pas, il a quand même lu le papier. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Et donc, à ce moment-là, la Russie, l'Union soviétique, devient la Russie. Et ce n'est pas pour rien que je vous mets une photo de ruine pour commencer, avec la première guerre de Tchétchénie. Pourquoi? Parce que de l'an 1991 jusqu'à l'an 2000, grosso modo, eh bien, la Russie va s'enfoncer dans l'anarchie, dans l'appauvrissement. Son armée, composée de plus de 3 millions d'hommes à ce moment-là, se délite complètement, le matériel n'est plus entretenu, l'économie s'effondre, les gens font la queue dans les magasins, vous me direz, c'était déjà le cas avant, ils avaient l'habitude, mais c'est encore pire. Et il y a même une certaine famine qui s'installe dans certains endroits et le désordre le plus complet. C'est le moment d'ailleurs où certains oligarques devenus multimilliardaires en profiteront dans l'anarchie régnante avec la bénédiction de Boris Eltsine, qui finira moins bien qu'il n'a commencé. Eh bien, ils mettront la main sur les ressources, toutes les matières premières, le gaz, le pétrole et tous les minerais qui abondent dans la grande Russie. Et c'est comme ça qu'ils deviendront milliardaires et il faudra attendre Poutine pour mettre un terme à ce pillage organisé de leur propre pays. Quoi qu'il en soit, c'est le moment où l'Union soviétique éclate de tous les côtés et donc successivement tous les pays de l'Union soviétique proclament leur indépendance. Vous avez l'Ukraine, la Biélorussie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et puis tous les pays du Caucase, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan. Ils demandent tous leur indépendance et Boris Eltsine cède et dit oui à tout le monde. Il est vrai qu'il n'a plus les moyens d'empêcher cela et que ces pays étaient censés être des régions autonomes. Dans la fiction de l'Union soviétique, de l'Union fédérale soviétique, qui n'était pas si fédérale que ça, mais donc tous ces pays-là pouvaient légitimement dire eh bien nous, on demande l'indépendance puisque la fédération n'existe plus. Et après tout, dans la Constitution, il est marqué qu'on peut quitter la fédération. Sauf qu'avant, on se faisait fusiller si on voulait le faire, tandis que maintenant, on ne se faisait plus fusiller. C'est tout le changement. Et les relations à ce moment-là entre la Russie et les États-Unis font que Boris Eltsine avait promis aux États-Unis d'arrêter la répression, encore une fois, il n'en avait plus les moyens de toute façon, et de laisser les pays qui le souhaitaient prendre leur indépendance, les régions vraiment autonomes. Mais par contre, la frontière de la Russie, de la Fédération de Russie elle-même, celle-là devait rester intangible. Et c'est le cas de la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est une petite région qui se trouve au sud, tout près donc de l'Arménie, tout près de la Géorgie, dans ces coins-là. Et ça faisait partie de la Russie. Et donc, quand la Tchétchénie, sous l'impulsion de forces islamistes, très islamistes, proclame son indépendance, eh bien, Eltsine envoie l'armée russe en Tchétchénie. Et quand je dis elle s'enlise,
je suis indulgent. En réalité, elles se sont pris une pâtée, comme disent les enfants dans les écoles. C'est-à-dire, ça s'est très mal passé. Et on a vu à quel point l'armée russe, en seulement 4 ans, avait été totalement désorganisée. Alors c'est vrai que les Tchétchènes, c'est du sérieux. Ce sont d'excellents combattants. Ils l'ont prouvé tout au long des siècles. Et lorsqu'au 19e siècle, il y avait eu des combats terribles pour la conquête du Caucase entre Russes et Tchétchènes, c'était bien présent dans la mémoire russe. Et pour un Russe, le Tchétchène, c'est un combattant redoutable. Et puis c'est un méchant cruel. Et donc les poètes russes comme Lermontov ont chanté, ont écrit sur la méchanceté, la dureté du peuple tchétchène. Et donc cette première guerre va être perdue par les Russes, qui doivent repartir piteusement après avoir laissé des milliers de morts sur le terrain. Et pendant ce temps, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe dans la relation russo-américaine. Ils sont devenus copains. Boris Eltsine, donc vous voyez qu'en peu de temps, il est devenu bouffi par l'alcool, parce que malheureusement, Boris Eltsine est devenu complètement alcoolique. Et à côté, il y a Bill Clinton, qui lui, un voyou complet, qui lui a menti tout le temps, du début à la fin, et qui lui avait dit, mon bon Boris, vous avez vu, ils sont très copains, ils rigolent. Bon, conférence de presse qui est restée célèbre, parce que la conférence de presse a été bien organisée par Clinton, a été faite après un déjeuner fort bien arrosé. Tout le monde connaissait le goût pour la vodka de Boris Eltsine, et il est arrivé, on va dire, très gai, pour être gentil, à cette conférence de presse où il a dit absolument n'importe quoi, et donc c'est resté très célèbre. Et Clinton n'en demandait évidemment pas tant. Et donc, en échange de ce non-entretien de l'armée soviétique, en échange de ces indépendances répétées de tous les pays autour, après tout, ils auraient pu refuser dans le fond, eh bien, Clinton avait promis une chose, c'est qu'aucun pays proche de l'Union soviétique, en tout cas de la Nouvelle-Russie, en tout cas faisant partie de l'ancienne fédération, n'adhérerait à l'OTAN. C'est la seule chose que Boris Eltsine avait demandé. Les pays baltes et puis tous les anciens pays sous notre influence, la Pologne, la Hongrie, personne ne doit adhérer à l'OTAN. Nous prendrions ça pour une agression. D'ailleurs, nous avons dissous le pacte de Varsovie. Pourquoi vous avez dissous l'OTAN alors que l'OTAN était censée faire face au pacte de Varsovie qui n'existe plus? Donc, vous-même supprimez l'OTAN et en tout cas, on n'acceptera pas que des pays proches de la Russie adhèrent à l'OTAN. Clinton a promis tout ce qu'on voulait et n'a rien tenu. Et donc, petit à petit, la Russie se fait encercler. Et quand ce ne sont pas par des pays de l'OTAN, ce sont par des bases américaines. C'est-à-dire que toute la stratégie américaine de toutes ces années 90, c'est petit à petit d'amener dans l'OTAN toutes les anciennes fédérations dépendantes de l'Union soviétique, à commencer par les 3 pays baltes et la Pologne, et de la Géorgie également, à la frontière sud de l'ex-URSS, et donc non seulement de faire adhérer à l'OTAN un maximum de pays, mais également de mettre des bases américaines, de construire des bases américaines le plus proche possible de la Russie. Pourquoi? On le verra dans des conférences futures, dans la stratégie américaine, c'est pas la prochaine, mais c'est celle d'après, sur les États-Unis. C'est une vieille théorie géopolitique qui est toujours d'actualité aux États-Unis. Le cœur géopolitique du monde, c'est la Russie, c'est le Heartland, comme disent les géopolitologues américains et anglais qui ont conceptualisé ça à la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Les suivants ont continué dans la même voie, à commencer par Brzezinski, qui fut le grand maître à penser de cette politique. Il faut ceinturer cette Eurasie, ce Heartland de bases et de pays qui nous sont proches pour l'empêcher de s'étendre. Et sur cette carte, vous voyez tout de suite le problème qui se pose pour contenir cette Eurasie, pour contenir ce Heartland, pour appliquer la politique du containment, comme disent les Américains. C'est la Chine qui échappe aussi à ça, et c'est l'énorme caillou dans la chaussure des Américains. On y reviendra plus en détail, bien évidemment, mais cette carte permet de bien le mesurer et de bien le comprendre. Elle permet aussi de mesurer que les Américains, donc, ont roulé dans la farine ce pauvre Eltsine, et vous avez vu ce qu'il est devenu en moins de 10 ans, c'est pathétique, et tout le monde se moquait de lui à ce moment-là. Il était de bon ton, c'était très facile pour tous les journalistes occidentaux de moquer Eltsine. Moi, je
tiens quand même à lui rendre un petit peu hommage. C'est lui qui a empêché le putsch de Moscou, c'est lui qui a obligé Gorbatchev à lire l'interdiction du Parti communiste, et rien que pour ça, il mérite un minimum de respect. Mais il y a un nouvel homme, évidemment, qui apparaît. Il y a Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'était pas destiné à devenir un homme politique de premier plan, à devenir l'homme politique de premier plan. En Russie, sa carrière ne l'y destinait pas nécessairement. C'était un homme de l'ombre, c'était un homme des services secrets, c'est un ancien du KGB. Il a été en poste à Dresde au moment de la chute du mur de Berlin. Et puis, puisque nous sommes sur un site organisé par Odeya, une agence de voyage, je vous engage à aller faire un petit voyage à Dresde, dans cette ex-Allemagne de l'Est. C'est charmant, c'est très beau, c'est très intéressant. Et donc Poutine qui était donc responsable du KGB pour Dresde, a vu l'effondrement du mur. Et le soir de l'effondrement du mur, d'ailleurs, la population de Dresde, qui manifestait depuis déjà plusieurs jours sans se faire tirer dessus, sans se faire emprisonner, est allée devant le siège du KGB, parfaitement identifié, bien évidemment, et voulait attaquer le siège et tuer tous les soviétiques qui se trouvaient à l'intérieur. Et c'est Boris Eltsine qui est sorti seul, avec un pistolet à la main quand même, mais il est sorti seul, et comme il parlait couramment allemand, il a parlé allemand avec les manifestants pour leur dire « ça ne sert à rien de vous énerver, de toute façon, c'est fini, on s'en va ». Et donc c'est comme ça qu'il a rétabli la situation, évité un bain de sang ce soir-là entre le KGB, qui était quand même fortement armé, et les manifestants. Il a prouvé là que d'abord il avait parfaitement vu que le mur tombé, c'était terminé, on n'en parlait plus, et il avait également parfaitement compris que ça ne servait à rien de s'obstiner dans cette fiction d'un empire qui s'était effondré. Il a aussi fait preuve d'un sang-froid tout à fait remarquable. Donc Poutine apparaît sur le devant de la scène, et après le KGB, après Dresde, il a été à Saint-Pétersbourg. Il est originaire de Saint-Pétersbourg. Il était devenu maire adjoint de Saint-Pétersbourg. Là non plus, c'est un poste certainement intéressant à Saint-Pétersbourg, c'est pas non plus un poste essentiel pour devenir numéro 1 de la Russie, mais il aura une grande chance, c'est qu'il se sera rendu indispensable auprès du maire de Saint-Pétersbourg, qui lui est appelé à Moscou par Boris Eltsine comme adjoint pour épauler différents services des différents ministères de Moscou. À ce moment-là, on est en pleine réorganisation, on a besoin de gens bien organisés. Et le maire de Saint-Pétersbourg de l'époque emmène Poutine avec lui, ayant beaucoup apprécié ses qualités hors du commun. Et ensuite, Poutine va faire sa propre ascension. Il va tuer le père, le maire de Saint-Pétersbourg, politiquement parlant, s'entend, et il va avoir sa propre ascension. Et en l'an 2000, c'est lui qui succède à Boris Eltsine, à la tête de la Russie. Alors là, sans transition, je vous passe les Balkans et le grand bobard. Le grand bobard, vous m'excuserez pour cette expression un petit peu triviale, mais vous allez voir, elle a tout son sens. Pourquoi je vous parle des Balkans? Parce que ça se passe au même moment. Ça se passe en 1999. C'est-à-dire qu'il faut voir la stratégie américaine. Dans un premier temps, ils ont aidé, assisté à l'éclatement de l'Union soviétique. L'empire éclaté, comme l'appellera la brillante historienne Hélène Carrère-Dancos. L'empire éclaté. Eh bien, cet empire éclaté, il faut aller plus loin maintenant, il faut aller plus loin dans le processus. Et il y a un caillou dans la chaussure pour mettre la main sur l'ensemble de l'Europe et pour être sûr que l'influence russe, parce que les Américains, pour les raisons que je vous ai expliquées, n'ont pas changé leur logiciel sur la Russie. La Russie, potentiellement, pour des raisons géopolitiques, va rester un ennemi. Et donc, le caillou dans la chaussure, c'est la Yougoslavie. Pourquoi la Yougoslavie? Parce qu'elle est sous dépendance de la Serbie. Et la Serbie, orthodoxe, slave, comme la Russie, est un grand ami de la Russie. Et donc, il faut faire éclater cette fédération yougoslave. Et donc, non seulement dans les années 90, 92, 95, on y reviendra au moment des Balkans, il y aura les grandes guerres qui aboutiront à l'indépendance de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie, de la Serbie, du Monténégro et de la Macédoine. Et le grand bobard, c'est le Kosovo en 1999. Donc, on y reviendra plus longuement, mais pourquoi le grand bobard? Parce qu'il y a eu une désinformation fantastique faite autour du Kosovo, faisant croire que la Serbie exterminait le Kosovo. C'était son propre pays. Hein. Le Kosovo était une province serbe, dans laquelle effectivement les Albanais étaient devenus majoritaires, mais il y avait quand même des centaines de milliers de Serbes qui y habitaient, et donc l'armée serbe était là à lutter contre la guérilla albanaise d'un mouvement terroriste et islamiste qui s'appelait l'UÇK. Et donc l'Occident
sous la férule des Américains, va monter le grand bobard, c'est-à-dire l'invention d'une épuration ethnique au Kosovo qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais commencé. Et ce grand bobard a permis de déclarer la guerre, finalement, sans vraiment la déclarer, mais l'OTAN a décidé de bombarder le Kosovo pour en chasser l'armée serbe, de bombarder également Belgrade pour apprendre aux Serbes à ne pas obéir et à ne pas vouloir donner cette province qui est historiquement serbe. Et pourquoi je vous parle de ça alors que ce n'est pas le sujet des Balkans? Parce que la Russie observe ça et n'a pas les moyens d'intervenir. Tout au plus, peuvent-ils envoyer un commando de parachutistes sur l'aéroport de Pristina, au Kosovo, pour éviter un massacre de civils serbes. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire, ils n'ont plus d'armée. Et ce que vous voyez là, ce sont des avions furtifs américains que personne à ce moment-là n'est capable non seulement de déceler, mais a fortiori d'abattre. Il y en a un seul qui sera abattu et c'est à la suite d'une méprise de l'artillerie serbe. C'est assez cocasse, mais c'est comme ça. Et donc, les pauvres Russes ont assisté à ce spectacle accablés. Et pour Poutine, ce sera un ressentiment très fort, ne pas avoir pu aider son frère serbe. Alors dans l'intervalle, pas dans l'intervalle, ensuite, il reconstruit une armée. Donc, on est en 2000, 2001, 2002, 2003, Poutine comprend une chose, c'est qu'il faut sortir la Russie de son anarchie, de sa pauvreté économique, mais aussi, et avant tout, il faut lui redonner une armée. Si on n'a pas d'armée, on ne pèse rien. Et la Russie ne peut se faire respecter que si elle a une bonne armée. Il limoge des milliers de généraux, de colonels, de commandants. Il limoge tout ce qui peut être corrompu. Il limoge tous ceux qui ont vendu leurs armes aux Tchétchènes pendant la Première Guerre, parce qu'il y a eu ça aussi. Il augmente les soldes, parce que pourquoi ils vendaient leurs armes? C'est pas seulement parce qu'ils étaient vénaux et parce qu'ils étaient lâches, c'est aussi parce qu'ils n'arrivaient même pas à nourrir leur famille avec leurs soldes, y compris d'officiers. Donc c'était pas possible de continuer comme ça. Et donc, il met fin à la conscription, bien évidemment, elle s'était arrêtée depuis longtemps de toute façon, et il veut faire une armée de métier, mais compétente, efficace, beaucoup plus petite, mais bien mieux armée, avec du matériel haut de gamme, et ça les ingénieurs russes savent faire, ils ont toujours su faire. Et donc, il va reconstruire une nouvelle armée. Ce qui va lui permettre de déclencher la deuxième guerre de Tchétchénie. Il n'est pas question que la Tchétchénie devienne indépendante, parce qu'à ce moment-là, c'est tout le domino du sud de la Russie qui va tomber. Et donc, deuxième guerre de Tchétchénie, qui sera une guerre terrible. En face, ce sont des Tchétchènes, donc je vous ai dit, ils savent très très bien se battre, d'une part, et d'autre part, ce sont des islamistes extrêmement motivés. Comme vous savez, la caractéristique des islamistes, c'est de ne pas avoir peur de la mort. Il faut leur reconnaître ça. On a rarement vu d'islamistes lâches. Il y en a eu, mais bon, c'est pas la majorité. Et donc, vous voyez à leur tête sympathique que ces islamistes tchétchènes ont donné du fil à retordre aux Russes. Et malgré ça, malgré le fait qu'en face ce soit des islamistes et que l'armée russe était chez elle, vous me direz au Kosovo, l'armée serbe était censée être chez elle, on les a bombardés. Eh bien, l'Occident va se déchaîner à ce moment-là contre les dirigeants russes, contre Poutine, contre l'armée russe et contre la répression dont serait victime le malheureux peuple tchétchène. En réalité, c'est la grande désinformation qui vient de commencer. C'est-à-dire que Poutine est à peine arrivé au pouvoir, que vous voyez l'Express, mais ça pourrait être Le Monde, ça pourrait être Libé, ça pourrait être TF1, ça pourrait être BFM. Enfin, la liste est interminable. Et puis, c'est la même chose en Allemagne, en Angleterre, évidemment, et aux États-Unis. Ça a commencé par là. Eh bien, Poutine, il écrase la Tchétchénie, point. Raccourci de l'histoire. Non, il écrase les maquis islamistes. Ça n'est pas tout à fait pareil. Vladimir le Terrible, allez, allons-y. Et donc, tout de suite, l'image doit être donnée. En plus, on choisit bien la photo, un monstre froid. Et donc, vous me direz, c'est un peu sa tête quand même, je reconnais. Mais quoi qu'il en soit, une désinformation formidable commence. Et c'est une des caractéristiques qu'il faut bien observer c'est toutes ces dernières décennies. C'est l'organisation de la désinformation, dans laquelle l'Occident, à commencer par les États-Unis, mais la France, l'Angleterre et l'Allemagne n'ont pas grand-chose à envier aux États-Unis dans ce domaine-là. C'est l'extraordinaire désinformation qui précède une action militaire. Donc ça a été le cas au Kosovo, avant ça avait été le cas en Bosnie, et là, c'est le cas en Tchétchénie. Et Poutine avait méprisé tout cela et avait dit la phrase célèbre « Je poursuivrai les terroristes islamistes jusque dans les chiottes ». Et donc, alors là, tout à coup, nos bonnes âmes, ce sont, mon Dieu, quelle vulgarité.
Eh bien, il l'a fait. Il a vaincu les Tchétchènes, il a mis un homme à lui au pouvoir. Ça n'empêche pas que c'est très compliqué, la Tchétchénie, et que même les hommes à lui qui y sont pour beaucoup des semi-islamistes, en tout cas des musulmans très convaincus. Et donc, il manie ça avec beaucoup de doigté, beaucoup de prudence. Mais ce qui est sûr, c'est que les maquis islamistes ont été éradiqués. Inutile de vous dire que ça a été là aussi un djihad international. Les armes des Tchétchènes venaient du monde entier, et notamment, on le verra après, en Syrie notamment, et bien de l'Arabie Saoudite et du Qatar, toujours en première ligne pour défendre les braves et les honnêtes gens. Et donc, cette histoire de Tchétchénie est la reconquête, en quelque sorte, de la Russie. Mais dans le même temps, au moment où Poutine est en train de finir sa guerre de Tchétchénie et il a mis toute l'énergie militaire de la Russie sur cette guerre de Tchétchénie, eh bien, en 2003, George Bush déclenche la guerre en Irak. Alors là aussi, on y reviendra dans un mois sur le petit topo sur les États-Unis que je vous donnerai. Mais là aussi, ça a été très important pour Poutine, parce que l'Irak est un allié de la Russie. Saddam Hussein, ce dirigeant dictateur, évidemment, tyran, évidemment, mais qui au moins, lui, n'était pas un islamiste. Eh bien, on l'a mis à bas. On l'a mis à bas pour des raisons multiples, mais là aussi, on y reviendra bien évidemment sur ces raisons multiples, mais là aussi, précédé d'une désinformation extraordinaire. Vous vous rappelez tous de cette histoire d'armes de destruction massive qui n'ont jamais existé. Et donc, aussi bien le Pentagone que la CIA ont organisé une désinformation qui a battu là tous les records. Donc, Bush s'en va en guerre, détruit le régime irakien, et là encore, la Russie est obligée de laisser faire. Elle n'a pas les moyens d'intervenir. Bien sûr, elle a voté contre à l'ONU, comme la France d'ailleurs. Il faut bien reconnaître que c'est une des rares fois où Jacques Chirac a pris une décision courageuse, et vous connaissez tous le fameux discours de Dominique de Villepin à l'ONU. C'était un brillant discours. Ce vieux pays, la France, ce vieux continent, l'Europe, c'était assez brillant d'ailleurs. Et donc, Chirac, qui connaissait bien le monde arabe, savait que c'était une erreur majeure d'aller mettre le bazar en Irak, d'avoir détruit ce pays accessoirement. Ça a détruit les chrétiens d'Irak à peu près définitivement. S'il reste des chrétiens en Syrie et au Liban, il n'en reste quasiment plus en Irak. Et on peut craindre vraiment que ce soit la fin. Quoi qu'il en soit, il détruit le régime irakien, et Poutine, la rage au cœur, est obligé d'assister à ce nouveau revers géopolitique et à un nouveau régime allié qu'il ne pourra pas soutenir, qu'il devra abandonner. Évidemment, il pouvait envoyer quelques avions, mais contre l'armada américaine, d'abord, il n'était pas de taille, et puis il n'était pas installé sur place. C'est surtout ça, il n'était pas là. D'accord, ils étaient alliés, mais il n'y avait pas de base russe en Irak. Donc les Américains pouvaient y aller le plus tranquillement du monde. Ils savaient qu'il ne se passerait rien sur le plan militaire, même s'ils ont été vexés qu'à l'ONU, il n'ait pas eu le vote de l'ONU pour le faire, et donc c'était la énième guerre illégale des États-Unis qui demande le vote de l'ONU. Quand il est favorable, c'est bon, et quand il n'est pas favorable, ça n'a aucune importance, on y va quand même. Alors ensuite, autre non pas revers cette fois, mais autre point chaud géopolitique entre les Russes et les Américains, la Géorgie. Et surtout, vous voyez ces deux petites enclaves. À l'est, vous avez l'Abkhazie, et au nord, l'Ossétie du Sud, juste à côté de la Tchétchénie d'ailleurs. Vous voyez que la Tchétchénie est juste à côté. Donc, on est là dans le sud de la Russie, juste avant la Géorgie, et juste en dessous, vous avez ce point stratégique, Turquie, Arménie, Azerbaïdjan. Là aussi, on y reviendra. Et donc, que s'est-il passé avec l'Ossétie du Sud et avec l'Abkhazie? Leur particularité par rapport à la Géorgie, c'est qu'ils sont peuplés majoritairement de Russes. L'Ossétie du Sud est russophone. L'Abkhazie est russophone. Les Géorgiens, ils sont très minoritaires. Et donc, lorsque l'Union soviétique a éclaté et que la Géorgie a proclamé son indépendance en 1992, eh bien, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie ont dit « Ah, mais nous, on n'est pas du tout d'accord. On ne veut pas devenir géorgien, on veut devenir russe. » Et alors, les Géorgiens ont dit « Mais on ne vous donne pas la Russie, vous êtes à nous, point barre. » Et du coup, comme les Russes leur ont dit « Prudence, prudence, on ne va pas vous annexer, ça va faire une guerre, vous n'avez qu'à proclamer votre indépendance. Et nous, on va protéger votre indépendance. » Et donc, l'Ossétie du Sud proclame son indépendance. Et l'Abkhazie
proclame son indépendance en 1992. Et cette indépendance est protégée par des casques bleus russes, des militaires russes, qui s'installent et qui protègent ces deux petites provinces devenues des pays indépendants, indépendance qui ne sera reconnue par personne, à part la Russie, bien évidemment. Et donc, en 2008, pourquoi je vous parle de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie? Parce que ça revient en 2008. En 2008, les Américains, qui regardent la Géorgie de très près, ça les intéresse beaucoup, la Géorgie, parce que c'est contre la Russie. Et en plus de ça, ça fait le lien entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. La Turquie est dans l'OTAN, donc c'est un allié. L'Azerbaïdjan est allié de la Russie, mais allié aussi d'Israël, allié donc des États-Unis. L'Azerbaïdjan vit entre plusieurs mondes. L'Arménie, elle, est quand même plutôt pro-russe. Alors donc, c'est un ennemi pour les États-Unis. Et donc, vous savez que l'Azerbaïdjan a beaucoup de pétrole, plein de pétrole à bas coût. Et donc, on ne peut pas faire transiter le pétrole, ni le gaz, il y a aussi du gaz dans la mer Caspienne, par l'Arménie. C'est trop risqué, parce que les Russes risquent de la contrôler au bout d'un moment. Donc, on fait contourner les gazoducs et les oléoducs par la Géorgie, et ensuite ils redescendent en Turquie. Donc, la Géorgie est un objectif stratégique essentiel pour les Américains. Et donc, ils ont réussi à installer, la CIA est très présente en Géorgie, ils ont réussi à installer un régime, comme on dit pudiquement, pro-occidental, c'est-à-dire en réalité à la solde des Américains, en Géorgie. Et en 2008, le président géorgien de l'époque, je crois que c'est Saakashvili, décide de reprendre l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Et il jette son dévolu d'abord sur l'Ossétie du Sud. Il envoie l'armée géorgienne, petite armée, mais quand même armée. À noter d'ailleurs que dans cette armée géorgienne viendront s'adjoindre des volontaires tchétchènes, comme quoi le monde est petit. Alors que les Géorgiens ne sont pas du tout islamistes, c'est plutôt un pays de tradition chrétienne. Mais il y a des Tchétchènes qui vont venir en disant tiens, c'est l'occasion de prendre notre revanche contre l'ennemi russe tant détesté. Donc l'armée géorgienne, en août 2008, pendant que Poutine est loin aux Jeux Olympiques, il assiste aux Jeux Olympiques à Pékin, et donc c'est important pour lui sur le plan stratégique de discuter avec les Chinois, dont il veut se rapprocher pour faire pendant un peu à l'Occident qui le méprise. Eh bien, Poutine est loin, ils en profitent. Il n'y a pas vraiment de feu vert américain. On n'a jamais très bien su en réalité. Ce qu'on pense, c'est que Saakashvili a dit aux Américains « Je vais reprendre l'Ossétie du Sud, je peux compter sur votre appui », que les Américains ont dit ni oui ni non, et que lui s'est dit « Bon, bah, je peux y aller, j'y vais ». Et donc, en Ossétie du Sud, l'armée géorgienne, en août 2008, attaque. Et il commence par tuer, évidemment, les soldats russes qui sont présents, qui sont assez surpris de l'attaque. La Russie s'est laissée surprendre, elle n'est pas encore tout à fait au point. Et donc, Poutine va trouver Bush dans les tribunes du stade olympique de Pékin et lui dit « Les Géorgiens attaquent ». « Ah là là, dit Bush qui fait l'étonné, mais on n'a pas besoin d'une guerre en ce moment. » Eh bien non, dit Poutine, donc vous arrêtez ou pas? Et Bush lui dit, je vais voir ce que je peux faire. Poutine dit, bon d'accord, il va m'emmener en bateau, c'était pas Eltsine, hein. Et donc, il donne l'ordre à l'armée russe de contre-attaquer. Et depuis l'Ossétie du Nord, où là il y a des forces russes qui étaient là importantes, et puis en Tchétchénie, là il y a des forces russes partout, eh bien, on prend le tunnel qui mène à l'Ossétie du Sud et on chasse l'armée géorgienne. Petit détail très important, un général américain racontera ça dans ses mémoires, dans les discussions à la Maison-Blanche sur, ça y est, l'armée russe contre-attaque, ils ont pris le tunnel, il y a des centaines de chars qui arrivent et des milliers d'hommes, donc l'armée géorgienne va se faire écraser. Que fait-on? Eh bien, le vice-président américain Dick Cheney, du clan des néoconservateurs, c'est une tendance qui voulait faire un peu la guerre partout, eh bien dit, on bombarde le tunnel, comme ça ils seront bloqués. Ah, notre général dit, mais on va tuer plein de Russes, c'est pas possible, c'est une guerre ouverte après. Et heureusement, George Bush, instruit par son échec irakien, parce que l'affaire irakienne s'est terminée par un échec retentissant, a dit non, non, on bombarde rien du tout, tant pis. Après tout, on n'avait pas dit aux Géorgiens explicitement d'y aller. Donc l'armée géorgienne est chassée, et donc c'est l'occasion pour Poutine d'engranger son premier succès. Et premier succès stratégique important après la Tchétchénie, mais là, à l'extérieur, c'est une vraie victoire. Et les Géorgiens doivent accepter que l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie restent indépendantes. Après, il va y avoir la Libye, la destruction de la Libye. Vous connaissez tous l'histoire. En 2011, ce sont les printemps arabes. Il y a des révoltes en Libye. On fait semblant de ne pas voir que ce sont des révoltes à peu près exclusivement islamistes.
Et il faut renverser Kadhafi. Les maquis islamistes sont à la manœuvre, notamment à Benghazi, que vous voyez en haut, là au bord de la mer. Et les maquis islamistes sont là à la manœuvre. Benghazi tombe aux mains des islamistes et Kadhafi décide de reconquérir Benghazi et de remettre de l'ordre dans son pays libyen, d'autant plus volontiers que son voisin égyptien, que vous voyez là à côté à l'est, eh bien son ami Moubarak est tombé, et qu'en Tunisie, eh bien c'est Ben Ali, le dictateur sunnite laïque, comme Saddam Hussein, entre parenthèses, qui également est tombé. Et les islamistes ont pris le pouvoir, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte. Pas pour longtemps, mais ils ont pris le pouvoir. Et donc Kadhafi, qui n'est plus du tout islamiste, qui s'était rapproché de l'Occident, rappelez-vous, il a été reçu par Sarkozy avec tous les honneurs dus à son rang, eh bien Sarkozy déclenche la guerre contre Kadhafi, pour des raisons très complexes sur lesquelles on pourra y revenir. Mais j'avais fait une conférence sur la Libye l'année dernière, pour ceux qui m'avaient écouté dans le premier confinement de cette époque formidable. Eh bien, donc les raisons on peut les subodorer, on peut les supputer. Ce qui est sûr, c'est que là, on voit ça sous l'angle russe. Les Russes ont dit aux Américains, qu'est-ce que c'est que cette guerre que vous déclenchez avec les Français et les Anglais aux États-Unis, en Libye? Et les Américains ont dit, non, mais c'est juste pour empêcher le massacre de Benghazi, ça n'ira pas plus loin. Et donc, les Russes ne mettent pas leur veto à l'ONU. Et donc, les Occidentaux, avec l'accord de l'ONU, peuvent intervenir. Et l'idée, c'était pas d'intervention au sol. On bombarde autour de Benghazi pour empêcher l'armée de Kadhafi de massacrer les islamistes de Benghazi. Bon, déjà, c'est une drôle d'histoire de se mêler de ça, mais enfin, mettons, parce que la guerre était dans toute la Libye. Pourquoi spécialement Benghazi? C'est un peu étrange. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, les Américains, les Français et les Anglais vont mentir et ils enverront des troupes au sol et ils renverseront Kadhafi, ce qui allait bien au-delà de la résolution de l'ONU. Et ça, pour Poutine, ça a été une humiliation complète. Il n'était pas très pour ne pas mettre le veto, mais son premier ministre de l'époque, Medvedev, c'était d'ailleurs le président et Poutine était devenu premier ministre, des arrangements à la russe, Medvedev l'avait convaincu de faire comme ça. Donc, les Russes se sont fait, mais clairement, avoir dans l'histoire, et ils sont furieux parce que la Libye devient tout à coup un champ de ruines, un pays totalement anarchiste, et nous, les Français, on l'a assez vite constaté avec tous les migrants qui ont traversé tout le désert saharien, toute la Libye, pour venir voir chez nous si la soupe n'était pas meilleure. Autre offensive occidentale contre la Russie, l'Ukraine. L'Ukraine, qui avait un régime plutôt proche, enfin un président, on ne parle pas toujours de régime, un président plutôt proche de la Russie, eh bien il y a un coup d'État derrière lequel la CIA est omniprésente. C'est les fameux événements de la place Maïdan à Kiev qui vont permettre le renversement d'un président, entre parenthèses, légalement élu, et d'installer un nouveau président occidental. Et donc dans l'est de l'Ukraine, eh bien la partie la plus russophone refuse ce coup d'État et une guerre se déclenche. Vous voyez ces deux petites républiques tout à fait à droite de l'Ukraine qui sont peuplées, c'est le Donbass, ce qu'on appelle le Donbass, avec la capitale Donetsk et Luhansk, les deux capitales de ces deux régions, eh bien, elles vont proclamer leur indépendance. Et donc, là aussi, l'indépendance ne sera reconnue par personne, y compris d'ailleurs par les Russes, qui, eux, soutiennent une idée d'autonomie. Et donc, des événements très violents vont se déclencher, une guerre va avoir lieu, des milliers de morts de chaque côté, et Poutine sera ulcéré de ces manœuvres de la CIA à ses portes, qui consistent à faire renverser un président légitimement élu. Et là, il est pu passer dans l'ère de la passivité, on l'a vu avec la Géorgie, mais on le voit encore plus avec l'Ukraine, où il a quand même été aidé les séparatistes de Donetsk et de Luhansk, mais aussi la riposte foudroyante, ça va être la Crimée. Et il va récupérer, je dis bien récupérer, non pas annexer, il va récupérer la Crimée que Staline avait donnée aux Ukrainiens. Alors en fait, la Crimée, c'est 95% de Russes. Il y avait beaucoup de Tatars avant en Crimée, mais Staline les a à peu près tous tués, donc il n'y en a plus beaucoup. Mais ce qui reste de Tatars, en tout cas, n'est ni russe ni ukrainien, ce sont des Tatars de Crimée, ce sont les musulmans de Crimée. Et ce qui est sûr, c'est que la Crimée, d'ailleurs pour ceux qui aiment l'histoire, vous avez étudié la guerre de Crimée, et ce sont des Russes que l'on avait combattus, et c'était malheureusement, d'ailleurs, c'était une drôle d'idée, cette guerre de Crimée. Quoi qu'il en soit, c'était les Russes qu'on avait combattus, et pas des Ukrainiens, l'Ukraine existant d'ailleurs à peine à ce moment-là. Pourquoi Poutine en profite pour récupérer la Crimée? Parce que vous avez le port de Sébastopol, qui est un port extrêmement important, c'est le port de la marine de guerre
russes qui étaient restés là. Ils avaient une franchise en quelque sorte sur Sébastopol. Mais depuis plusieurs années, eh bien, l'armement russe, l'armement américain arrivait en Crimée et vous aviez progressivement des bateaux de guerre américains qui se rapprochaient de la Crimée. Et le but, c'était quoi? C'était, à la faveur du basculement de régime en Ukraine, c'était de chasser la marine russe de Sébastopol et d'installer la marine de l'OTAN. Et c'est pour ça que Poutine a envoyé des forces spéciales et sans un coup de feu, sans un mort, il a récupéré la Crimée. Voilà, on est au bout du processus. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, c'est la Syrie. C'est le grand basculement, c'est le grand moment. C'est-à-dire qu'en Syrie, eh bien, la guerre a été déclenchée à la faveur des printemps arabes en 2011, printemps arabe, fiction démocratique, en réalité révolte islamiste. Et en 2015, après 4 ans de guerre, voilà la situation de la Syrie. Vous avez en noir Daesh. Donc en gris, c'est tenu par Daesh, mais c'est du désert. Donc ce n'est pas vraiment des positions. Et donc ça suit le cours de l'Euphrate. Pour ceux qui se rappellent de leur cours de géographie, vous vous rappelez qu'en Proche-Orient, on apprenait qu'il y avait le Tigre et l'Euphrate. Ben, le Tigre, c'est en Irak et l'Euphrate, c'est en Syrie. En jaune, vous avez les zones qui étaient tenues par les Kurdes. Depuis, les Turcs les en ont chassées. Et en vert, vous avez les autres mouvements islamistes, et notamment le Front al-Nosra, le tristement célèbre Front al-Nosra, qui n'aura rien à envier à Daesh en termes de décapitation et de crucifixion de chrétiens. Et en rouge, vous avez ce qui reste de l'armée syrienne. Vous pensez bien que l'affaire est rude. Et c'est à ce moment-là que le général Soleimani, le chef des gardiens de la révolution iranien, les Iraniens sont là depuis le début pour aider leurs alliés syriens et pour empêcher que les islamistes sunnites prennent le pouvoir. C'est la vieille querelle entre les chiites et les sunnites. Et le général Soleimani va à Moscou en août 2015 et dit à Poutine, le front est en train de craquer. Là, au nord-ouest, le front al-Nosra va passer bientôt. L'armée syrienne est à bout de souffle. Nous aussi, et nos alliés aussi, on ne tient plus. Si on ne fait rien, à Noël, eh bien, c'est le drapeau de Daesh et d'al-Nosra qui flottera sur Damas. Alors, Poutine décide d'intervenir. Cette fois, il prend l'offensive à un endroit où il n'est jamais allé. Il intervient sous les yeux stupéfaits de l'Occident. Ça se passe fin septembre 2015. Sous les yeux stupéfaits de l'Occident, il envoie son aviation, ses hélicoptères de combat, son aviation lourde, son aviation légère, tout, et il met le paquet sur cette province que vous avez vue, la province d'Idleb, au nord-ouest, pour contrer le Front al-Nosra. Des milliers d'islamistes sont tués en quelques jours, et l'avancée du Front al-Nosra est bloquée. Les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, tous unis, toujours, sont furieux. Et eux, ils avaient pris parti de l'insurrection, se réfugiant hypocritement derrière une fiction, des islamistes modérés, moi, j'adore ce genre d'oxymore, et donc, ils avaient fourni des armes à des mouvements islamistes. Les services secrets français, la CIA, toujours en première ligne dans l'ignominie, a fourni des armes anti-chars. Vous avez des dizaines de chars syriens qui sont abattus par les missiles américains tirés par des islamistes. Voilà ce qu'on a fait en Syrie. Donc, l'aviation russe intervient. Et c'est ça, le grand retour de la Russie. Pourquoi c'est un grand retour? Parce que c'est la première fois qu'il mène une offensive un peu plus loin de ses bases. C'est pas si loin, mais un peu plus loin. Il démontre que maintenant, il ne laissera plus tomber ses alliés. Historiquement, la Syrie et la Russie sont très liés. Pendant des décennies, ils ont été alliés. Il y avait des alliances militaires entre l'Union soviétique et la Syrie. Et cette alliance durait toujours, même si elle devenait un petit peu plus lointaine. Et donc, Poutine a montré, également aux chrétiens orthodoxes, majoritaires en Syrie, le patriarche de Moscou a joué un certain rôle d'ailleurs dans l'histoire, et a montré qu'il ne les abandonnerait pas aux mains de Daesh et du front al-Nosra. Mais surtout, à la stupéfaction des Américains et des experts occidentaux, il a montré qu'à nouveau, il avait une armée, mais de très haute technologie. La précision stupéfiante de l'aviation russe a sidéré les Américains. Les experts du Pentagone avaient ricané en disant ce sera leur nouvel Afghanistan. D'abord, c'était un peu idiot parce que la topographie des lieux n'est pas du tout la même. Entre un désert, c'est un désert, la Syrie, il n'y a pas beaucoup de montagnes, et l'Afghanistan où ce ne sont que des montagnes, c'est quand même pas du tout la même histoire. Mais au-delà de ça, leur armée était plus du tout la même. Et au sol, ils sont assez peu intervenus. Simplement l'armée syrienne et les alliés iraniens et libanais du Hezbollah, c'est toujours la vieille guerre entre sunnites et chiites,
Eux se battaient au sol, simplement cette fois, il y avait un déluge de feu pour les protéger, pour préparer leur avance. Et donc, en quelques mois, en un an, jusqu'à la prise d'Alep, 2 ans, jusqu'à la prise d'Alep, la reprise d'Alep, dont la moitié était occupée par les islamistes, 2 ans après, eh bien la Syrie, progressivement, est reconquise par l'armée syrienne, et c'est le grand succès militaire et diplomatique de Poutine. Les Américains n'osent pas trop intervenir. Un petit peu, ils occupent maintenant les puits de pétrole syriens, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Il faut qu'ils aillent voler les puits de pétrole quelque part. Et les Russes ont jugé plus prudent de ne pas s'opposer directement aux Américains, c'est quand même un petit peu compliqué. Et donc, les Russes, par la même occasion, ont fait une œuvre patriotique dans leur propre pays de haut vol. C'est-à-dire que nous, on le fait un petit peu de temps en temps quand on a des soldats français qui meurent au Mali, mais c'est toujours, c'est à minima. Là-bas, cet officier russe qui est mort en héros à Palmyre parce qu'il était entouré de dizaines de volontaires de Daesh, de combattants de Daesh, et qu'il a demandé, lui, il était tout seul, encerclé, et il a dit, je ne veux pas tomber aux mains de ces gens-là, ils vont salir mon uniforme, bombarder toute la position, et donc il est mort en héros à Palmyre, et en Russie, c'était devenu le héros national, il a été honoré comme jamais, et l'intervention russe en Syrie est devenue un motif de fierté dans toute la Russie, et c'est pour ça qu'en Occident, ils ne comprennent pas l'aura que peut avoir Vladimir Poutine en Russie. Alors bien sûr, cette aura a tendance à s'essouffler un peu, l'usure du pouvoir n'épargne personne. Mais au début, les Russes adoraient Poutine. Pourquoi ? Parce qu'il leur a rendu la fierté d'être russe. On ne se gossait plus comme du temps de Helsinki et de sa vodka et de la bêtise de Gorbatchev et puis de l'ignominie du régime soviétique. Enfin, la Russie, à nouveau, serait respectée. Et les Américains, les Français, les Anglais ont regardé la victoire militaire russe en Syrie avec stupéfaction. Alors maintenant, quel est l'avenir ? Le problème, c'est qu'on n'a pas su, on n'a pas voulu, pour des raisons idéologiques, sous la pression des Américains, sous la pression aussi des médias, qui sont, contrairement aux apparences, totalement inféodés à la doctrine géopolitique américaine. Eh bien, on n'a pas voulu faire de la Russie un ami. C'était possible parce qu'en l'an 2000, 2005, rien n'était fait, rien n'était dit. On pouvait parfaitement se rapprocher de la Russie. Simplement, on n'a pas voulu et on a laissé les Américains lancer offensive sur offensive, qu'on a nous-mêmes soutenu plusieurs fois, l'affaire du Kosovo notamment, on était en première ligne, même si en Irak, on a eu la bonne idée de ne pas y aller. Et puis après, quand il y a eu l'Ukraine, la Crimée, on a bombardé la Russie, pas au sens propre, mais au sens figuré, de sanctions diverses et variées. On n'a pas voulu s'allier avec la Russie. Et donc, il y avait des possibilités, elles n'ont pas été saisies. Bien. Or, en diplomatie, il ne faut jamais être seul. Il ne faut jamais être seul, et donc les Russes, pas plus que les autres. Et donc, du coup, vous voyez ces manœuvres entre Russes et Chinois. Les Chinois aussi sont un petit peu isolés. Peut-être moins que la Russie diplomatiquement, surtout à ce moment-là. Mais maintenant, avec les histoires de Covid et autres, la Chine a bien moins bonne presse. Trump a lancé une offensive commerciale anti-Chine qui a beaucoup joué. Et puis maintenant, bizarrement, en Occident, on s'intéresse beaucoup au sort des Ouïghours, cette minorité musulmane persécutée en Chine. Alors, quand ce sont des chrétiens qui sont persécutés, tout le monde s'en fiche. Mais quand ce sont des musulmans, alors ça, c'est très, très grave. Et donc, du coup, la Chine est un peu mise au banc des nations. On découvre tout à coup que le régime reste communiste, on découvre tout à coup qu'il y a des camps, des prisons, et que c'est pas la liberté. Sans blague, quelle nouvelle. Et donc, il y a eu les événements de Hong Kong qui ont joué, et là aussi, évidemment, à partir du moment où on donnait Hong Kong à la Chine, mais on croyait quoi ? C'est les Anglais qui ont donné Hong Kong à la Chine. Évidemment qu'au bout d'un moment, les Chinois allaient mettre la main dessus. Pour autant, ne croyez pas que le peuple chinois soit comme le peuple soviétique, c'est-à-dire soumis à une dictature que dans le fond, ils n'aiment pas. C'est pas vrai, parce que la Chine est en train peut-être de devenir la plus grande puissance du monde, en tout cas une des premières. Et pour le peuple chinois, c'est un grand motif de fierté. Et le Chinois du centre, de l'Est de la Chine, il s'en fiche complètement que les Ouïghours soient persécutés. C'est absolument pas son sujet. Un pays aussi grand, ça n'a aucune espèce d'importance pour lui. Ce qui compte, c'est que la Chine, à nouveau, parce que dans le passé elle l'a été, devienne une grande puissance qui peut-être va devenir la plus grande puissance, non pas militaire, non pas diplomatique, mais commerciale. Le Chinois est commerçant avant tout, bien mieux que l'Américain ou le Russe. Et donc, Poutine s'est progressivement rapproché des Chinois.
Il a constaté déjà quand il rencontrait le dirigeant chinois, l'autre le bassinait pas avec les droits de l'homme à tout bout de champ, ce que les Occidentaux font à chaque fois. Ah, mais vous avez mis un oligarque en prison. Ah ben oui, mais il était devenu milliardaire en volant le pétrole qui appartient au peuple russe et au sol russe. Donc c'est compliqué. Alors évidemment, la conception des droits de l'homme en Russie n'est pas exactement la même qu'en Occident. Mais en diplomatie, comme l'ont rappelé tous les grands diplomates de l'histoire, on n'agit pas avec des sentiments. On agit en fonction des intérêts de son propre pays. Quel était l'intérêt de la France? Ça n'était de l'Europe, ça n'était pas de s'éloigner tant que cela de la Russie, et aujourd'hui on est vraiment très loin. Donc forcément, la Chine et la Russie se rapprochent. Alors encore doucettement, ils ont de bonnes relations, ils se voient, ils se parlent, ils font des manœuvres militaires communes. Les Chinois ont fait un effort considérable en matière militaire, et donc ils ont bâti une marine, et progressivement, l'alliance entre les deux pays se renforce. Alors il y a quand même certains qui réagissent, c'est la dernière diapositive de cet exposé, et donc il faut reconnaître que Macron a été le seul à vouloir essayer de ne pas ostraciser complètement la Russie et Poutine. Et donc, il avait sorti sa phrase célèbre, l'Alliance Atlantique est en état de mort cérébrale. Et puis, lui, il en veut aux Américains de leur bienveillance coupable envers la Turquie. Donc, Macron s'est rapproché aussi de la Grèce, de l'Égypte, de tous les ennemis de la Turquie, finalement. Et en Méditerranée, il soutient vigoureusement les Grecs, les Italiens aussi, dans leur extraction, contre les agissements turcs. Et l'impunité totale dont bénéficie la Turquie, qui est quand même membre de l'OTAN, l'impunité totale dans toutes ces exactions les unes après les autres. Elle a envoyé des islamistes syriens en Libye, dans le Haut-Karabakh contre nos pauvres amis arméniens, en Syrie bien évidemment, toujours en première ligne, et pour organiser des exactions multiples par les milices islamistes dans la province d'Idlib, qui est censée être sous contrôle de l'armée turque, en réalité c'est un chaudron islamiste complet. Et donc tout ça a exaspéré Macron, qui aurait pu prendre son parti, comme fait l'Angleterre ou comme fait l'Allemagne, à qui ça ne dérange absolument pas. Mais il est vrai que l'Angleterre et l'Allemagne sont loin de la Méditerranée, et la France est sur la Méditerranée. Et donc Macron, de ce point de vue-là, a une vision méditerranéenne qui est assez intéressante à observer. Alors, c'est purement théorique, ça n'a donné il n'y a rien de concret, et lui-même n'a jamais demandé qu'on lève les sanctions contre la Russie, et ils sont toujours dans la fiction qu'il faudra que la Russie rende la Crimée. Il faut qu'il se passe une raison. La Russie ne rendra jamais la Crimée, parce que la Crimée est russe. En plus de ça, la Russie a pris la peine de construire un grand pont qui permettait de sortir la Crimée de sa condition insulaire, et donc jamais, avec des investissements pareils, enfin ils l'ont récupéré, jamais ils laisseront tomber la Crimée, bien évidemment. Mais donc, l'initiative de Macron est intéressante si elle est suivie. Il n'est pas du tout sûr qu'elle soit suivie par l'Allemagne, mais on ne sait jamais, et en tout cas l'Italie, l'Espagne, une fois que cette crise sanitaire débouchant sur une tyrannie sanitaire sera terminée, eh bien on peut espérer qu'à nouveau la Méditerranée intéresse et qu'on ne laisse pas les Grecs et les Égyptiens seuls face à l'appétit turc qui veut notamment voler le gaz découvert en Méditerranée. Donc là, il y a un enjeu tout à fait important. L'Occident a encore une carte à jouer, mais bien évidemment, avec la défaite de Trump et l'élection controversée de Biden, est-ce que la géopolitique américaine va changer? Il est à craindre que non, globalement, et que la mansuétude envers la Turquie restera. Et donc, à ce moment-là, si ça perdure, il y a une carte à jouer pour l'Occident pour finir d'ostraciser la Russie et de saluer le grand retour de la Russie sur la scène mondiale. Je vous remercie. Alors, il y a des questions. Vous pouvez poser des questions en appuyant sur la flèche, je crois, en haut à droite. Il y a déjà 2 questions qui sont apparues, qui ont été posées dès le début par un monsieur, dont je ne dirai pas le nom, par discrétion, bien que je le vois. Quel a été le rôle des banques américaines dans la révolution bolchevique? Ah oui, les banques américaines, je vous le confirme, ont financé une partie de l'activité révolutionnaire bolchevique, et Lénine, lorsqu'il était à Zurich, avait des fonds secrets qui venaient alors majoritairement de l'Allemagne, faut être juste, ce sont quand même les Allemands les premiers coupables. Mais c'est évident que les banques américaines ont donné un coup de main sur le thème « on ne sait jamais »,
pilotée par les autorités politiques américaines. Et ensuite, lorsque le régime bolchevique s'est installé, c'est évident que les banques américaines ont aidé sur le thème, eh bien, investissons dans l'avenir. Et ce même monsieur me dit, il convient de rappeler que les Afghans n'ont rien à voir avec le djihad. Oui, alors je serais un tout petit peu plus modéré. L'Afghan, de base, lorsque, évidemment, il est envahi par l'Union soviétique en 1979, ce n'est pas un djihadiste. Le problème qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un djihad international qui a été organisé. Et donc, vous avez eu des volontaires venant du Proche-Orient, de l'Arabie saoudite, il y a eu des Tunisiens, il y a eu des Syriens, il y a eu des Jordaniens, sunnites islamistes qui sont venus donner un coup de main, le tout financé par Ben Laden, lui-même financé par la CIA, et qui sont venus donner un coup de main à leurs frères moudjahidines afghans. Alors c'est vrai, monsieur, vous avez raison, le moudjahid afghan, à la base, n'est pas djihadiste. Il l'est un peu devenu par la force des choses. Et on voit aujourd'hui qu'en Afghanistan, il se passe quoi? Les Américains envisagent de se retirer d'Afghanistan après des années de guerre qui n'auront servi à peu près à rien. Il y a un sénateur américain récemment qui a dit que ça avait coûté 1000 milliards de dollars pour strictement rien. Eh bien, les Américains envisagent de se retirer. Ils discutent avec qui? Les talibans qu'ils ont chassés du pouvoir, qui sont quand même des islamistes, et ce sont des islamistes afghans. Et puis, pas loin, il y a Daesh. Il y a d'ailleurs des combats réguliers entre les talibans et entre Daesh. Les talibans aimeraient bien éliminer Daesh pour être au pouvoir tranquillement. Alors, ce ne sont peut-être pas des djihadistes au sens propre du terme, mais tout de même, ce sont des islamistes assez convaincus. Et donc, cher monsieur, je suis un tout petit peu en réserve par rapport à votre appréciation sur le fait que les Afghans n'ont rien à voir avec le djihad, malheureusement, un peu au fur et à mesure que l'histoire s'est déroulée. Un autre monsieur qui me dit, quid après Poutine qui serait malade et voudrait se retirer. Alors c'est une rumeur qui en effet court, qui pour l'instant n'est pas vérifiable. Est-ce que Poutine est malade ou pas? On ne sait pas. Je ne suis pas sûr qu'il soit disposé à diffuser un bulletin de santé assez rapidement, ce n'est pas le genre de la maison. Et qu'il voudrait se retirer, le problème c'est que autant il lui-même est brillantissime, vous le savez. Il a un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Lavrov, Igor Lavrov, qui est également brillantissime, qui est d'ailleurs respecté dans toutes les chancelleries du monde. Et Lavrov est un grand ministre des Affaires étrangères russe. Je ne suis pas sûr qu'il soit en position pour devenir numéro un. Et celui qui est le Premier ministre, qui s'appelle Medvedev, est un peu palo, malheureusement. Si j'étais cruel, je dirais c'est un gentil garçon. Il est très fidèle à son ami Poutine, il ne le trahira jamais. Mais de là à devenir numéro un, je ne suis pas sûr qu'il en ait la carrure. Alors, pour l'instant, malheureusement, on ne sait pas. S'il y a un dauphin, en tout cas, il n'est pas désigné et il n'est pas connu. Alors, je pense quand même que Poutine, si vraiment il est malade, prévoira les choses, les organisera, mais pour l'instant, on ne sait pas. Aucune tête, véritablement, n'a émergé, hormis le brillant Lavrov, mais il ne semble pas que pour des raisons de politique interne, il soit en position pour devenir un jour numéro un. Alors, monsieur, c'est les Afghans, oui, je savais que vous réagiriez, mais vous avez raison. Les Afghans les appelaient les Arabes. J'ai eu la chance d'y aller en 1988, c'était au tout début de l'arrivée des Arabes. C'est vrai, vous avez raison de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les Afghans ne sont pas des Arabes. Et lorsque les djihadistes arabes sont arrivés, il y a eu des tensions entre Afghans et Arabes. Mais je persiste à penser quand même que lorsque les Américains vont se retirer et que les talibans vont arriver au pouvoir, même s'il n'y a pas de djihad arabe en ce moment en Afghanistan et que ce sont des Afghanistans qui font la guerre aux Américains, et ils le font pas nécessairement au nom de l'islam, je suis d'accord avec vous là-dessus, ils le font parce qu'ils veulent que les Américains s'en aillent, point. Mais quand même, après, quand on lit beaucoup de documents sur place, les femmes afghanes notamment sont terrorisées à l'idée que les talibans reviennent, c'est-à-dire que ça va quand même être un régime islamiste où les femmes seront à nouveau cloîtrées chez elles, des persécutions vont recommencer, les chiites afghans vont se faire persécuter, d'ailleurs il y en a beaucoup qui s'en vont et qui vont en Iran, figurez-vous, et d'ailleurs en Syrie vous avez même des volontaires afghans qui se battent aux côtés des Iraniens contre les djihadistes syriens, et la vie est complexe, hein. Donc, mais je suis d'accord avec vous de rappeler cette différence parce que les différences ethniques sont importantes et pour comprendre tout le jeu géopolitique, il faut en effet rappeler cette différence entre Afghans et Arabes. Voilà, écoutez, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions.
J'espère que ça vous a intéressé. J'espère vous retrouver nombreux dans 15 jours, jeudi dans 15 jours à 15 heures, pour parler du Liban et de la catastrophe libanaise, puisque catastrophe libanaise il y a. Je vous remercie, à dans 15 jours.